Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le débrief. Cette semaine, les déclarations valent presque des feuilles de route. Avec ce traité historique en préparation entre le Maroc et la France, notre équipe nationale qui pense déjà au mondial suivant et une reconnaissance internationale du rôle du Royaume du Maroc à Gaza. Alors derrière chaque phrase, il y a une stratégie, derrière chaque stratégie, il y a une bataille d'influence. Nous en discutons et nous débriefons les principaux verbatims de cette semaine avec nos invités. Je commencerai par mon cher professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Boudahab. Bonsoir. Bonsoir Leila Khadija, merci beaucoup. Comment fut votre semaine? Elle était excellente. Excellente, alhamdoulilah, avec ce positivisme bien sûr. Qui vous est bien propre, c'est Zakaria. Merci beaucoup d'être parmi nous. Avec nous aussi l'écrivain et observateur politique Rachid Boufous. Bonsoir, c'est Boufous. Bonsoir Leila, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, d'être parmi nous et j'espère que votre semaine fut aussi bonne que celle de Si Aboudahab. Magnifique, beaucoup de foot et puis félicitations pour l'Espagne oui. Qui nous a entre parenthèses vengé, même si ce n'est pas une vengeance, mais c'est une très très belle équipe et j'espère qu'elle remportera la Coupe du Monde. La finale à suivre donc certainement ce dimanche, finale de cette Coupe du Monde qui nous aura bien surpris et dont nous débrieferons aussi ce soir avec mon très cher c'est Aziz Daouda qui est avec nous sur ce plateau ce soir. Bonsoir c'est Aziz. Bonsoir Leila Khadija, merci de nous recevoir. Merci à vous d'être parmi nous et bien sûr vous n'échappez pas à la fameuse question, comment a été votre semaine? Foot, foot, foot. Foot, foot, foot. Et il s'agit de foot aussi dans cet épisode du débrief. Mais avant, diplo, éco, politique, cette visite d'une délégation ministérielle française très importante cette semaine à Rabat, avec à sa tête le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, qui est venu accompagné de 12 ministres de son gouvernement. Il s'agit de la 15e réunion de haut niveau entre Rabat et Paris. Monsieur Lecornu a donné donc une conférence de presse à l'issue de ses entretiens avec le chef du gouvernement, donc son homologue marocain Aziz Akhannouch. Et on est ressorti beaucoup de déclarations que nous allons décortiquer en compagnie de nos invités ce soir. Je commencerai par celle-ci qui résume un peu ce momentum entre Rabat et Paris. Je cite Sébastien Lecornu, Premier ministre français. C'est un moment charnière, je le crois. Sincèrement, nos chefs d'État ont ouvert une nouvelle séquence. Aujourd'hui, nous lui avons donné un contenu à la hauteur de nos engagements. Fin de la citation du Premier ministre français, Zakaria Boudahab. Nos chefs d'État ont ouvert une nouvelle séquence. La nouvelle séquence, on peut dire qu'elle a été ouverte en octobre 2024 avec cette visite d'État du président français Emmanuel Macron au Maroc. Tout à fait. Et l'expression qui a été retenue à l'époque, également par Sa Majesté le roi Mohamed VI, ouvrir ou écrire un nouveau chapitre dans les relations entre le Maroc et la France, qualifiée désormais d'exceptionnelle. Traditionnellement, elle l'était, mais aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau momentum. Et puis, tenant compte aussi de la position exprimée déjà en juillet par le président Macron par rapport à la question nationale, ça va de soi, ce qui a permis de déverrouiller un peu les verrous, si vous voulez, d'une relation qui, à un moment donné, avait été froide, mais maintenant, je pense, elle repart sur de bonnes bases, très claires, et en même temps fondée par des rapports, je dirais, symétriques désormais, parce qu'il s'agissait de construire un nouveau partenariat, tenant compte évidemment des dynamiques actuelles et tenant compte aussi de l'atmosphère géopolitique mondiale. D'ailleurs, M. Lecornu, hier, avait même rappelé, entre autres choses, que le Maroc constitue la porte d'entrée à l'Europe. Et par conséquent, le Maroc joue aussi sur son statut de trait d'union, non seulement par rapport à l'accès à l'Europe, mais également à l'Afrique, avec une projection atlantique. Nouvelle séquence, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'abord d'implémenter les protocoles, les accords déjà conclus, et en même temps passer au contenu et à l'accélération. Et je pense qu'hier, il y a eu quand même pas mal d'instruments conclus.
Prenez par exemple le domaine de la défense, le domaine militaire, ça va de soi puisque le Maroc voudrait bien construire une base industrielle et technologique de défense. Entre autres choses, il y a la culture, l'Institut du monde arabe. Il y a beaucoup d'économies, il y a le transport. Tout à fait. Énorme. Vraiment, la palette est très variée. Mais le momentum, c'est cette position française qui s'éclaircit au sujet de notre cause nationale. Et c'est là où, véritablement, le vrai shift a été opéré en octobre 2024 avec ce discours historique, faut-il le rappeler aussi, du chef de l'État français devant nos élus au Parlement, des deux chambres. Disons, Madame Khadija, si on fait un peu de l'analyse sociologique et des trends, comme on dit, les tendances lourdes, la France ne pouvait pas faire autrement. Pourquoi ? Parce qu'elle a voulu se rattraper quelque part, que ce soit par rapport à la position américaine, mais que ce soit même par la doxa adoptée par le Conseil de sécurité depuis 2007 en réalité. Mais comme vous le savez, en politique mondiale, il y a les tractations, le bargaining, il y a le choix des fenêtres d'opportunité, ça va de soi. Et cela est corrélé aussi même à la donne politique interne de M. Macron et à l'état où la France est sur le plan global. Elle devait, la France, chercher aussi, si vous voulez, un peu des locomotives compte tenu de la politique au Sahel, par exemple. Et donc, elle a vu que le Maroc pouvait aussi constituer une sorte de partenaire, pour ne pas dire allié, à des questions de récupération de zones d'action de la France en Afrique et ailleurs. Et d'ailleurs, regardez, M. Le Cornuaire, parce qu'il faut prêter une oreille attentive à toutes les déclarations, il avait rappelé la participation du Maroc à la France-Afrique, enfin le sommet entre la France et l'Afrique, avec un pays francophone comme le Kenya. Et donc, du point de vue de la pondération, à mon avis, la déclaration anglophone, de M. Macron... comme le Kenya. Absolument, c'est un pays anglophone. Vous regardez maintenant, oui, on a choisi le momentum, mais aussi par rapport à la détermination de Sa Majesté avec ce fameux discours à partir duquel le Maroc considérait que désormais les partenariats ne pouvaient se faire qu'à partir de la position prise concernant la question existentielle du Sahara. Et je pense que la France devait le faire. Elle a été contrainte de le faire compte tenu de la pondération. Et puis elle a fait le bon choix tout simplement. Alors c'est le bon choix. Vous faites bien de préciser que c'est un choix. Et puis surtout de choisir le Maroc comme partenaire privilégié à Aziz Daouda dans la région. Et là, important. Là, on va parler après du traité d'amitié. Mais avant, c'est-à-dire... un contenu à la hauteur des engagements de la France envers le Maroc. Effectivement, il y a trois mots-clés dans cette déclaration. Il y a bien évidemment le mot charnière, le mot séquence et puis le mot engagement. Mais en fait, je pense qu'il faut lire cette phrase de façon inversée. C'est-à-dire commencer par les engagements. Exact. En fait, les engagements, c'est les engagements des deux chefs de l'État. Des chefs d'État avaient, dans les propos qu'ils avaient tenus lors de la visite historique, comme vous l'avez rappelé, de M. Macron au Maroc, s'étaient engagés à ouvrir un dialogue comme jamais par le passé et puis à aller vers un accord comme jamais signé par le passé, ni par le Maroc, ni par la France. Et justement, la curiosité maintenant, c'est de savoir quelle sera la teneur, justement, la profondeur de cet accord qui va venir dans les semaines, les mois à venir. Le deuxième mot est le mot séquence. En fait, les séquences, c'est lesquelles ? La lettre de M. Macron, la visite de M. Macron. Et puis cette commission, tous les échanges qu'il y a eu entre-temps. Il y a eu beaucoup de visites, énormément d'échanges entre-temps. Oui. Et cette visite-ci, qui en fait n'est que le prélude de ce qui va se passer à Paris lors de la prochaine visite de Sa Majesté. Et c'est en cela que cette visite-là est une charnière. C'est qu'en fait, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, on ne sait pas ce que c'est. Bon, il y a bien évidemment les spécialistes sont en train de spéculer sur ce que ça peut être comme accord, mais en fait, jusqu'à aujourd'hui, personne n'en connaît la teneur. Et donc, c'est en cela, voilà, exactement. Et c'est en cela que c'est une charnière, parce qu'en fait, le Maroc, il est géographiquement une charnière, il est politiquement une charnière, il est historiquement une charnière pour la France. Et donc, c'est des mots qui pèsent, et je crois qu'ils ont été bien choisis par M. Le Cornuaire. Alors, moi, je choisis ce mot, historiquement charnière. Et je me tourne vers si Rachid Boufous, l'histoire avec un grand H, c'est un peu votre dada, c'est Rachid, notamment l'histoire de notre pays. En quoi cette séquence est charnière et si on devait faire un flashback dans l'historique des relations entre Paris et Rabat, en quoi celle-ci
je ne dirais pas qu'elle ouvre un nouveau chapitre. J'ai utilisé cette expression dans l'émission qui a été consacrée à cette visite de la délégation française. Je parlais d'un nouveau tome et pas d'un nouveau chapitre dans les relations entre Rabat et Paris. Écoutez, historiquement, les relations franco-marocaines ont toujours été en dents de scie, si je puis dire. Autant la France du général de Gaulle était très proche dans sa première séquence du Royaume du Maroc à partir de 1961. Le premier voyage de Sa Majesté le roi Hassan II fut pour le général de Gaulle, déjà dès janvier 1961, où ils avaient discuté justement des accords d'Évian qui étaient en train de se préparer. Ça s'est dégradé en 1965 avec la disparition de Mehdi Moubarka à Paris. Ça a repris. Il y a eu des relations diplomatiques rompues pendant 5 ans. Elles n'ont repris qu'avec le président Pompidou. Et après, nous avons été beaucoup plus proches de gouvernements d'obédience de droite que de gauche. Donc les gouvernements de gauche, à partir de 1981, avec l'arrivée de François Mitterrand, elles étaient beaucoup plus orientées vers l'Algérie, où ils essayaient un petit peu de tenter toute la gauche. Il faut savoir qu'elle était très proche du mouvement de libération nationale algérien. Ça s'est rétabli avec l'arrivée de M. Chirac au milieu des années 90. Ça s'est stabilisé beaucoup avec M. Sarkozy, puis c'est reparti un peu dans le froid avec M. Hollande, pour vraiment arriver avec M. Macron, qui est arrivé très jeune à la présidence de la République en 2017. Et on disait souvent, on le dit toujours dans les cercles diplomatiques français, c'est que chaque président commence son mandat à Alger, il le finit à Rabat. Donc c'est à peu près ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en 2017, première visite de M. Macron, elle a été en Algérie, il a tout essayé, il a même évoqué la question de la guerre de libération algérienne en disant que c'était un crime contre l'humanité, enfin tout ce que le peuple algérien avait subi, ce qui avait été vraiment... il y avait une levée de boucliers en France, notamment chez les pieds noirs, enfin tous les gens qui se sont estimés trahis par cette déclaration du président Macron. Il faut savoir que durant ce mandat, il y a eu une forte dégradation des relations maroco-françaises suite à l'affaire Pegasus. Et comme par hasard, aujourd'hui, il y a des articles qui ressortent par une certaine presse qui en veut vraiment au Maroc dans un timing. Pourquoi elle en veut, cette presse? Pourquoi parlons du timing, justement, de cette enquête? L'enquête, les journalistes de différents pays ont travaillé sur cette enquête pendant plusieurs mois. Le timing de la révélation, même s'il n'y a pas réellement de révélation, quand on voit le contenu réellement de ce qui a été révélé, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Il n'y a rien du tout. Mais pourquoi maintenant, avec la visite de Sébastien Lecornu au Maroc et première visite du Premier ministre français à l'étranger? Il faut voir que cette visite du Premier ministre français, qui est inédite avec autant de ministres, dérange beaucoup de gens. Elle dérange bien sûr nos voisins algériens, elle dérange aussi nos voisins espagnols. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'il y ait ce rapprochement avec la France, qui aujourd'hui, c'est le premier traité bilatéral entre la France et un pays en dehors de l'Union européenne. Il faut bien le comprendre. La déclaration de M. Lecornu en disant que l'affaire du Sahara était une affaire intangible, la position française était intangible, donc elle ne va pas changer dans le temps. Donc, même avec une alternance politique en France. Alors justement, là, il y a les élections présidentielles qui arrivent en 2027. Ce qui se dit que dans ce traité, il y aura un comité des sages, donc qui va justement, c'est la preuve que tout cela va dépasser les alternances politiques, d'accord, en France, mais aussi au Maroc, avec les changements de gouvernement, et qu'on va inscrire ce traité dans la durée. Et cela, ça dérange beaucoup de gens qu'il y ait ce changement qu'ils estiment brusque, or que nous estimons que ce changement est naturel. Aujourd'hui, la France regarde le Maroc avec un nouveau regard. Le Maroc a pris une position très forte en Afrique. Il devient aujourd'hui le relais et le passage obligé de tout investissement en Afrique pour quelles que soient les puissances. Aujourd'hui, les installations de sociétés mondiales à CFC, à Casablanca, etc., l'installation d'entreprises, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient allemandes, qu'elles soient françaises, etc., indiennes au Maroc, on vient de comprendre aujourd'hui quelque chose que disait Sa Majesté Hassan II il y a très longtemps, que le Maroc est un hub incontournable aujourd'hui dans les relations internationales. Donc,
aujourd'hui, ça dérange beaucoup de monde, d'accord? Ça dérange justement ces relais donc, algériens dans la presse et dans la gauche française. C'est pour ça qu'on sort ces papiers qui disent pas grand-chose finalement de compte, parce que dans un monde globalisé, dans un monde où il y a une forte concurrence, tout le monde espionne tout le monde. Donc le Maroc n'est pas une exception, ne peut pas être une exception. Et de toutes les façons, qu'est-ce qu'on va espionner dans la classe politique française, même au niveau du chef de l'État français? Il suffit d'aller dans les restaurants parisiens ou dans les soirées parisiennes pour tout savoir sur tout le monde, tellement les politiciens français parlent de tout. Donc on n'a pas besoin d'un logiciel espion pour savoir ce qu'il en est. Voilà. Vous avez parlé de ce traité bilatéral donc, qui va être signé, et je vais reprendre les termes exacts utilisés par le Premier ministre français qui ont été relayés dans la presse française, et notamment ce qualificatif d'un traité d'amitié hors norme, allant encore au-delà du partenariat d'exception. Dixit Sébastien Lecornu, qui rappelle, comme vous le disiez à très juste titre il y a quelques instants, qu'il y a un comité de sages français. Nous travaillons à l'élaboration d'un traité bilatéral entre nos deux pays, le premier que la France signera avec un pays hors de l'Union européenne. Un comité de sages français et marocains y travaille passionnément, avec l'ambition non pas seulement de célébrer notre amitié, mais aussi d'organiser notre avenir commun dans un cadre unique, stable, ambitieux et adapté aux défis des prochaines décennies. Beaucoup de messages. C'est vraiment cet extrait est porteur de tellement de symboliques, de messages, et aussi c'est comme on dévoile un peu ce que c'est que ce traité d'amitié, une lecture peut-être dans le jargon, ou peut-être avec les lunettes diplomatiques, professeur Aboudab, quand vous lisez cela, qu'est-ce que vous retenez ? Je reviens à la Convention de Vienne du 23 mai 69, qui définit un accord, un traité comme étant un accord, qui est l'expression du consentement de l'État ou des États à être liés par un engagement ou des engagements, traité bilatéral, multilatéral. Deuxièmement, le principe du traité, c'est le respect des engagements tels que confinés dans un principe très ancien qui s'appelle Pacta sunt servanda. Cela veut dire que les parties concernées doivent respecter et appliquer de bonne foi leurs engagements, parce qu'il y a au-delà des engagements concrets, substantiels comme on dit, en langage juridique si vous voulez soigner, la problématique morale, éthique et psychologique, ce que nous exprimons parfois par l'idée de l'opinion juriste, c'est-à-dire la volonté des uns et des autres d'être liés par un engagement. Deuxièmement, sur le plan juridique, encore une fois, quand on dit un accord international, évidemment, il y a toujours un préambule, une sorte de structure qui est ad minima, commune pratiquement à toutes les conventions internationales, mais avec un corpus, avec des dispositifs sur le plan du pilotage institutionnel, avec aussi parfois des dispositions transitoires, mais il y a également des questions liées au règlement des différends, le cas échéant, quand il y a des désaccords, mais également sur le plan de l'interprétation, quand on sait que, du point de vue de la jurisprudence, quand il y a l'intervention d'instances d'interprétation, il y a accumulation de normes explicatives. La portée de ce traité, d'ailleurs, même, et l'appellation n'est pas anodine à mon avis, parce qu'on a voulu peut-être même faire référence à un traité historique conclu entre la France et l'Allemagne, la RFA à l'époque, les années 60. Et c'était là où, définitivement, la hache de guerre a été enterrée, évidemment après, successivement, la création de la CE en 1957, le traité de Rome. On peut trouver matière à réflexion. Maintenant, rien n'échappe par rapport au contenu de ce traité, mais je pourrais dire de façon générale, à mon avis, je le lis du point de vue du droit international, donc des engagements qui sont confinés, réciproques, avec des mécanismes de consultation, de pilotage. Je le lis aussi, Madame Khadija, du point de vue des politiques publiques, et c'est ce concept qui est très intéressant du patch dependence, c'est-à-dire la dépendance au soutien emprunté, quelles que soient les couleurs politiques, ou les partis de droite, de gauche, centre, droit, etc. En réalité, ça transcende la conjoncture et ça donne une perspective long-termiste à des relations qui, évidemment, cette fois-ci, vont s'ouvrir sur des perspectives
j'allais dire prometteuse, définie par les uns et les autres, mais essentiellement, ça permettait de protéger les engagements, mais aussi responsabiliser les parties prenantes pour réaliser les objectifs qui y sont confinés. Et c'est intéressant de parler d'un comité de sages français. Un comité de sages français et marocains. Et marocains. Donc ça dépasse le cadre purement politique ou encore même diplomatique. Là, on parle vraiment un langage finalement plus africain que français. Effectivement. Parce que le comité des sages, c'est plus... Cette déclaration oui. et ce que vous venez de dire répond un peu au questionnement et puis à l'historique retracé par Serrachid. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on a perdu beaucoup d'opportunités, beaucoup de temps. Oui. C'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un froid, c'est des affaires qui se sont trouvées en difficulté, c'est des échanges humains qui se sont retrouvés en difficulté. Enfin, il y a eu un tas de difficultés à chaque fois qu'il y a eu problème. Et il y en a eu, malheureusement, et en dents de scie, comme disait Serrachid, c'est-à-dire qu'il y avait des périodes fastes et puis des périodes où on était moins en froid, ou des périodes même d'animosité assez graves. Et puis là, ce qu'on cherche, c'est d'avoir un traité qui puisse transcender tout cela et qui puisse assurer une stabilité dans les relations. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que peuvent devenir les politiques de part et d'autre, de l'avenir de la politique de part et d'autre, ce qui est important, c'est d'asseoir une relation qui soit stable et qui puisse permettre aux deux peuples de profiter justement des opportunités que peut donner une telle relation économique, culturelle, de défense, de lutte contre le terrorisme, etc. Enfin, tout ce qui a été annoncé comme sécuritaire. Voilà, exactement. N'en déplaise à ceux qui parlent justement de cette affaire Pegasus. Mais il y a elle est ridicule, cette affaire. Elle est véritablement ridicule. Mais on parle d'un traité d'amitié hors norme. Moi, je voudrais m'arrêter sur ce mot utilisé. Les mots ont leur poids. Oui. Qu'est-ce qu'un traité d'amitié hors norme ? Un traité qui puisse transcender toutes les difficultés possibles et imaginables, qui puisse survenir qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Voilà, tout simplement. C'est qu'à chaque fois, on reviendra à ce cadre. C'est Abou Dahab a parlé du traité entre la RFA et la France. C'est ce qui a permis de stabiliser cette relation et qui a permis aux deux pays d'avoir des échanges économiques invraisemblables. Et ce couple franco-allemand qui a fait les beaux jours de l'économie qui est en européenne. difficulté ces derniers temps. Ces derniers temps, oui. Quelle économie n'est pas en difficulté aujourd'hui en Europe, notamment après la guerre en Ukraine et aujourd'hui avec la guerre en Iran. Mais, alors là, c'est une lecture aussi, cher Rachid Boufous, de cette déclaration. On parle d'un comité de sages, un traité hors norme, mais on parle de travail avec passion, passionnément. Oui. Écoutez, encore. Il y a beaucoup de passion dans ce couple franco-marocain, puisqu'on a parlé des couples franco-allemands. Je vais emprunter ce descriptif mais aussi. Je pense que les Français se rendent compte qu'aujourd'hui, dans leurs relations internationales, notamment avec les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique, c'est les relations les moins passionnelles, si je puis dire, l'ont été avec le Maroc. C'est quand même, il faut savoir que la plus grande communauté française en dehors de la France, c'est au Canada et au Maroc. Et les investissements aujourd'hui, quand vous demandez aux Français où est-ce qu'ils veulent partir, s'installer, si demain ils ont l'opportunité, ils disent tout de suite le Maroc. Parce qu'encore une fois, nous avons cet accueil extraordinaire des Marocains, nous avons ces opportunités extraordinaires qu'offre le seul pays en Afrique. Donc aujourd'hui, c'est le Maroc. Et c'est pour ça que ce n'est pas un secret pour dire qu'aujourd'hui que le Maroc est devenu le premier pays industriel en Afrique, le premier pays qui accueille le plus de touristes, etc. C'est-à-dire cette transformation du Maroc que connu notre pays depuis 25 ans sous l'égide de Sa Majesté le Roi, avec tout ce travail extraordinaire qui a été fait dans tous les domaines. Aujourd'hui, il porte ses fruits et il démontre qu'aujourd'hui, nous sommes devenus un pays incontournable. Je dirais quelque part que la France n'a pas d'autre choix que de faire ce traité avec le Maroc, sinon elle va passer à côté de quelque chose, à côté d'une présence pérenne en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Et le Sahel. Et le Sahel, et qu'aujourd'hui, le Maroc, c'est le véritable gendarme de l'Afrique. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui les liens d'amitié tissés et de fraternité tissés avec les pays du Sahel, les pays d'Afrique de l'Ouest, etc. Tout le monde veut venir prospérer au Maroc, tout le monde veut avoir des traités au Maroc. Donc la France essaie un petit peu de rattraper un retard, une vision qu'elle avait cessé de voir
en se concentrant surtout sur un système de clientélisme avec la France-Afrique. Aujourd'hui, elle veut changer de système juste pour avoir des relations pérennes avec ces pays. Ça doit obligatoirement passer par le Maroc. Alors, oui. Et puis, bon, il y a eu 2 séquences France-Maroc cette semaine. Il y a eu la séquence de Le Cornu, donc ce jeudi. Une semaine avant, il y avait une autre séquence. Elle est footballistique. Oui. Le Maroc a perdu face aux Bleus. On l'a très mal vécu. C'était une grosse déception pour les Marocains. Vous faites l'amour. Je fais l'amour parce que c'est pas si. Écoutez, si je puis dire, le Maroc a marqué le coup. Aujourd'hui, sur 2 Coupes du Monde successives, il arrive en quart de finale. C'est-à-dire qu'il est dans le pool des 8 meilleures équipes mondiales. Ça, ce n'est pas dû au hasard. C'est dû à un long travail, c'est dû à une stratégie de Sa Majesté le Roi autour de l'Académie Mohamed VI, à la longue formation de tous ces jeunes. Aujourd'hui, ils ont effectivement perdu, mais c'était aussi, il faut le savoir, c'était l'équipe la plus jeune de ce mondial. Oui, donc aujourd'hui, et ça a été rappelé par notre sélectionneur. eh ben justement, ça a été rappelé par leur sélectionneur. Ça se prépare, une Coupe du Monde, ça se prépare sur une deuxième, c'est-à-dire sur la 2030. Je pense qu'il faut enseigner dans les écoles marocaines l'éloge de la défaite. Moi, j'avais écrit un papier il y a quelques années sur ça. Au Japon, on l'enseigne. En Chine, on l'enseigne. La défaite n'est pas une fatalité. La défaite est une chance pour rebondir. D'ailleurs, on le voit en université. D'ailleurs, on vous dit, ce n'est pas une fatalité d'échouer en année universitaire, mais ça vous donne justement la chance de repartir. Voilà. Oui, ça n'enlève en rien la déception de beaucoup de Marocains. Mais justement, parlant de la jeunesse de l'équipe, cette déclaration en conférence de presse du sélectionneur de l'équipe du Maroc à leur retour des US, Mohamed Ouahabi, qui acquiesçait qu'effectivement, on avait l'équipe la plus jeune à partir des 8e de finale. Ça veut dire qu'on ressort de cette compétition avec des certitudes, de l'expérience acquise et des jeunes qui seront peut-être prêts dans 4 ans. C'est Aziz Daouda. Bah oui, bien sûr. Nécessairement. Oui, fair play. Maintenant, à froid, on peut analyser la situation et voir pourquoi il y a eu défaite. Il y a eu défaite parce qu'il y a des raisons objectives déjà. Au départ, c'est la qualité des 2 équipes. La qualité des joueurs des 2 équipes et le niveau des joueurs dans les 2 équipes. Vous avez d'un côté une ossature qui repose sur un club qui est champion d'Europe, qui est le Paris Saint-Germain, pour ne pas le citer. Et vous avez d'un autre côté une équipe assez cosmopolite, parce qu'elle ne vient pas d'un seul club, elle vient de différents clubs, composée de jeunes. Une équipe qui n'a été constituée que 2 mois avant la Coupe du Monde, donc toute récente, alors que l'autre équipe avait déjà un vécu, la quasi-totalité des joueurs français avaient déjà connu la Coupe du Monde de 2022. Ils étaient présents, donc avaient plus d'expérience, etc., plus d'aplomb. Si vous voulez, ça c'est le côté objectif. Et ceux qui avaient de l'expérience étaient blessés. Voilà, exactement. Il y a eu les blessures, etc. C'est aussi des avant même la Coupe du Monde, Seybari qui manquait. Et justement, pour une équipe qui n'a pas beaucoup de recul, parce que toute la problématique, c'est qu'on n'a pas beaucoup de joueurs de ce niveau. Il l'a dit, on a manqué de personnalité avec le ballon à certains moments, de prise d'initiative et de dynamisme, mais je ne peux pas en vouloir aux joueurs, ils étaient préparés, ils voulaient bien faire. Oui, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette équipe a résisté quand même plus d'1 heure sans prendre de but. Ouais. Et en fait, la stratégie qui avait été mise en place, c'est de contenir cette équipe de France, de la laisser jouer, de prendre le ballon quand c'était possible, mais aussi de laisser le ballon, etc. Quoique, à la fin de la première mi-temps, on avait plus de possession que la France. Il ne faut pas l'oublier. C'est qu'on avait le ballon, mais on n'en faisait pas grand-chose. Mais on avait le ballon où? Dans le terrain? Oui, dans la partie marocaine. Mais on le gardait quand même assez souvent. C'était qu'en fait, la volonté des joueurs, ce qui transpirait de ce comportement, c'est qu'on voulait les contenir de façon à avoir une fin de rencontre un peu plus dynamique, ou avec plus d'initiative. Oui. Malheureusement, il y a eu ce premier but qui est contestable. Au plan de l'arbitrage, il y a eu une main. Ah, vous allez faire Didier Deschamps. Non, écoutez, non, je ne fais pas. Didier Deschamps aurait pu. Vous allez faire votre Didier Deschamps après la défaite face à l'Espagne, 2-0, comme je l'aurais soutenu s'il avait évoqué la main de M. Rabiot juste avant le premier but marocain. Il y avait main et l'arbitre, et les joueurs qui étaient proches de l'action s'étaient même arrêtés.
Oui, oui. Ben, il faut revoir la séquence. Oui. Il s'était arrêté parce qu'il pensait que l'arbitre allait siffler. Oui, oui, oui. Mais l'arbitre n'a pas sifflé parce que ce n'était pas une main fortuite. Il y a un petit geste de la main. C'est comme si le joueur. Wahbi l'a évoqué. C'est comme si Rabiot à avait demi-mot. conduit la À balle demi-mot. pour ensuite faire une passe qui allait donner le but. Vous voyez? Bon, sur le second but, et là, très peu de gens ont remarqué la chose, c'est qu'il y a eu une séquence où il y a eu quasiment un attentat physique entre le joueur marocain qui était porteur de ballon. C'est comme ça que l'action est partie. C'est comme ça qu'on était en phase d'attaque et il y a eu une faute manifeste que l'arbitre n'a pas sifflé. 3-4 passes après, ça a donné un second but. Je ne suis pas en train de dire qu'on a perdu à cause de cela. Mais il y a à se poser des questions sur le comportement de certains arbitres quand il s'agit d'équipes comme le Maroc. Tout simplement. Parce qu'on a vécu un peu la même chose en 2022. En 2022, il y a des gens qui évoquent encore le pénalty non sifflé sur le Bouffel et qui auraient pu changer les choses. Et vous savez, si on n'avait pas pris ce premier but français, peut-être si on avait encore résisté 10-15 minutes encore, peut-être que l'équipe se serait comportée autrement. Oui, mais ça, c'est le football. C'est le football. Aujourd'hui, on en parle avec un peu moins de passion parce que sur le coup, effectivement, il y a eu ce petit coup qu'on a reçu parce qu'on pensait pouvoir, cette fois-ci, dépasser l'équipe de France. Mais objectivement, cette équipe est bien plus forte que la nôtre. Ils étaient bien plus forts, les Bleus. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé avec les Espagnols? Eh bien, les Espagnols ont su les contenir, tout simplement. Et c'est pourtant une équipe jeune. Enfin, je ne sais pas, vous êtes... Les Français, moi, je ne suis pas les Espagnols ont fait un peu différent. Enfin, ils ont fait différemment, mais ils ont fait un peu comme les Marocains. Ils ont été prendre le milieu de terrain. Et ils ont fait disparaître du jeu le joueur clé de cette équipe de France, c'était Olysée. Ah oui. Parce que sans Olysée, il n'y a pas d'attaquant français. C'est ce qu'a fait le Maroc. Quand vous regardez sur les 60 premières minutes de ce match, allez chercher Olysée. Il a été muselé par les Marocains. Il n'a pas fait une seule passe correcte. Vous voyez, c'est exactement ce qu'ont fait les Espagnols. Sauf que les Espagnols ont eu plus d'efficacité en attaque parce qu'ils ont aussi de très bons attaquants. Nous, on manquait d'attaquants. Vous savez, tous les attaquants marocains, c'est des milieux de terrain que le coach a intelligemment fait évoluer en attaquant. On n'a pas réellement d'attaquants. C'est un peu le talon d'Achille. Écoutez, vous avez un championnat qui n'en produit pas. Sélection nationale. Une Botola qui n'en produit pas. C'est malheureux. Et vous avez dans les clubs européens très peu d'attaquants marocains, beaucoup de milieux de terrain, parce que les Marocains sont très fins avec le ballon, etc. Ils arrivent à distiller des ballons en profondeur, des choses comme ça. Donc, même dans les grands clubs, la quasi-totalité des bons joueurs marocains sont des milieux de terrain. Ah. Alors, avant de parler du futur, Mohamed Wahbi a quand même exprimé, parce qu'il a aussi répondu à quelques polémiques. Vous avez dû les suivre, c'est Aziz, sur les réseaux sociaux, notamment en ce qui concerne deux joueurs. Enfin, il y a d'abord le joueur et il y a aussi Joao Sacramento. Il y a eu aussi quelques rumeurs sur Sacramento, tout comme il y a eu des rumeurs sur Soufiane Amrabat. Mohamed Wahbi a répondu avec beaucoup de finesse dans cette conférence de presse. C'est un garçon très intelligent, d'une part, très responsable, puisqu'il a pris la responsabilité du résultat. Il n'a pas exporté ou fait endosser la responsabilité à quiconque. Il a même acquiescé en ce qui concerne Amrabat en disant que c'est un joueur qui a une très forte personnalité, qui veut jouer, etc. Et c'est le propre de tous les joueurs. Quand vous appelez quelqu'un en équipe, il a l'espoir de jouer. Bon, Amrabat, qui est un des piliers de l'équipe de 2022, s'est vu un peu relégué au rôle de remplaçant dans cette équipe-ci. Peut-être qu'il ne l'a pas bien digéré, peut-être qu'il a eu des difficultés à l'accepter. Il y a eu des déclarations de son frère aussi. Écoutez, son frère, c'est pas lui. Parce qu'il aurait pu lui parler lui-même. Pourquoi il n'a pas parlé lui-même? Pourquoi il ne s'est pas exprimé? Parce qu'il s'est solidarisé du vestiaire, même frustré qu'il est. Il y a eu une solidarité de vestiaire invraisemblable. L'exemplarité des joueurs. Écoutez, après la défaite, normalement, il y a beaucoup de joueurs qui, dans d'autres équipes, sortent et font des déclarations un peu à la Charqui en France. Charqui a fait endosser la responsabilité de la défaite à l'entraîneur. Il l'a dit à demi-mot, mais on peut très bien comprendre dans la déclaration de ce joueur que c'est Didier Deschamps qui a failli. Oui. On peut très bien le comprendre. C'est un peu ce qu'a fait Harry Kane avec Tuchel. C'est des propos indirects, mais que le monde du football comprend très bien. C'est-à-dire le coach a failli. Il n'y a aucun joueur marocain qui a parlé de ça. Bien au contraire, ils sont restés très solidaires. Même à la fin de la rencontre, ils se sont réunis, ils se sont parlé, etc. Et donc, ils ont exprimé quand même qu'ils sont fiers.
Ben, écoutez, arriver Nous sommes fiers de ce parcours. Qu'est-ce qui et de s'est ce passé? que nous avons présenté sur le terrain. Nous sommes arrivés à peu près 11e mondial à cette Coupe du Monde. Lors du tirage au sort, on était comme ça. On sort de cette Coupe du Monde à la 6e place. C'est que nous avons progressé pendant cette Coupe du Monde. Bien sûr. Ben, il faut être fier de ça quand même. On est quand même Et puis, 6e mondiaux. Oui. Écoutez, il faut se rappeler que On notre était histoire. où hein Ben, je vais On vous le était où il y a rappeler. 10 ans Si, Aziz, on Donnez-moi était 2 où dans ce secondes. classement de la FIFA il y a 10 ans On participe à la Coupe du Monde en 70 et on disparaît jusqu'à 86. 86, 16 ans. On disparaît de la Coupe du Monde. On revient en 94 pour faire 94-98. Et puis on disparaît pendant 20 ans. 20 ans. Pendant 20 ans, on n'a pas réussi à nous qualifier en Afrique. On revient en Coupe du Monde en 2018. D'accord? Et on s'en sort un peu, bon, avec quelques difficultés, mais avec une équipe assez bonne. Cette même équipe de 2018 arrive en 2022 en demi-finale. Vient 2024, on passe par 2 CAN difficiles, dont celle du Maroc. Ah ben oui. D'accord. La fédération, et à juste titre, décide de se séparer de l'ancien entraîneur, de Serglagui. Elle amène un entraîneur 2 mois avant, lequel entraîneur a eu la responsabilité de reformer une équipe Oui. à partir d'un vestiaire blessé, ce qui n'est pas facile en football. Quand vous avez subi ce que vous avez subi en Cannes, il est difficile de reprendre les rênes et puis de rebooster l'équipe, etc. Si Ruby arrive, reprend les quelques piliers de l'équipe, quelques-uns, pas tous, et amène une nouvelle génération de joueurs, dont certains, leur nom n'était même pas connu des Marocains, parce qu'on ne suivait pas. Qui suit Strasbourg, etc. Bon, on connaissait. Ouais, bon, Boadi, par exemple. Boadi, on le connaissait, parce qu'il c'était un des meilleurs joueurs. Voilà, on le connaissait un peu. Oui. Mais il est où, Boadi? Il joue. Oui. Je vais vous donner juste un exemple. Un des meilleurs joueurs de l'équipe nationale, ça a été Naïl Ainaoui, Oui. qui joue à l'AS Rome. Là, il se rend. D'accord. En fait, l'AS Rome, il est le remplaçant de Koné, qui est lui-même le remplaçant de Chouameni dans l'équipe de France. Vous voyez un peu la hiérarchie. Mais avec cette équipe-là, avec ces joueurs-là, le staff, le coach et son staff ont réussi à nous donner une équipe. Parce que le propre de ce 11 national, c'est qu'il ne repose pas sur une individualité ou sur quelques individualités. L'équipe de France, sans Mbappé, sans Olysée. Non, ils sont beaucoup. Hein. Sans Dembélé, Dembélé, Ballon Non, d'or, Mbappé, Voilà. Mais Olysée, vous l'avez évoqué. Ils en ont plein. Ils en ont plein, mais il y a ces 3 qui sont déterminants. Oui. C'est-à-dire que... Mais ils n'ont pas été déterminants face aux Espagnols. Quand vous prenez... justement, parce que les Espagnols ont réussi à couper les ponts. Ils ont coupé les ailes. Oui, c'est la transmission des ballons. Exact. Pourquoi j'ai dit si couper vous les parlez ailes de l'équipe du Maroc à S'envoler quiconque, sur il y a un seul nom qui ressort. C'est celui de Hakimi. Hakimi. Bon, au Maroc, Et Bono. pour les Marocains, Bono. Mais à l'étranger, c'est Hakimi. Oui. Parce que c'est la seule véritable star de l'équipe du Maroc. PSG, Mais tout le reste, c'est un collectif très soudé et qui nous a montré de très belles choses. Sincèrement, les 3 buts contre le Canada, il faut les marquer. Phénoménal, il faut les marquer. oui. Avec un arbitrage qui vous est défavorable, plein de cartons pour vous bloquer, tout ce qui s'est passé. C'était un florilège de cartons jaunes de l'arbitre britannique. Et on a fait un nul avec le Brésil. Oui, justement. Et on est arrivé dans une deuxième Coupe du Monde, succès au quart de finale, il ne faut pas l'oublier encore une fois. Et puis on n'a pas eu un groupe facile. Enfin, je sais pas. Moi, je dis souvent qu'on a fait 3 Coupes du Monde en une seule Coupe du Monde. On a joué contre le Brésil, on a joué contre la Hollande, on a joué contre la France. Encore une fois. Khadija, à 3. Les groupes, comment ils sont faits? Et le Canada. Les groupes, comment ils sont faits? Ils sont faits de manière à ce que les grandes équipes ne se retrouvent pas avant au moins les demi-finales. C'est pas très fair, hein. Non, c'est comme ça. C'est pas très fair play, non. C'est comme ça. C'est comme ça. Le système est ainsi fait, on l'a accepté, on fait partie de cette communauté. Mais si vous permettez, c'est Zakaria, oui. Connaissant un peu le football, moi-même étant un joueur de football, on manquait de personnalité, comme disait Sioueb. L'équipe nationale a créé beaucoup d'attentes, il faut le dire. Et puis on est parti de cette expérience malheureuse de 2022, en dépit du fait que sur le plan de l'arbitrage, ce n'était pas très fair play, etc. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que l'équipe était épuisée, il faut le dire, sur le plan physique. Ouais. Et puis, ce sont des joueurs qui ont traversé je ne sais pas combien de milliers de kilomètres. C'est énorme, c'est énorme. Ouais. Ils ont résisté, c'est vrai, jusqu'à la 64e minute, ça va de soi. Il y a la question des blessures,
Mais le plus important, on l'a dit tout à l'heure, si on trébuche, il faut partir rebondir. Et je crois qu'il faut s'inscrire au niveau du prochain mondial 2030. Mais il y a des phases intermédiaires comme la Coupe d'Afrique au Kenya et Burundi, je pense, etc. Donc, ce qui fait que, grosso modo, mais je voudrais quand même ajouter une chose. Est-ce qu'il n'y avait pas un blocage psychologique quelque part? C'était la France en 2022. 2-0, c'est la défaite. Est-ce que quelque part, sur le plan mental, on n'était pas suffisamment fort et résilient? Et on disait que, quel que soit avec Mbappé ou avec Dembélé, il fallait quelque part, je ne sais pas. En fait, voilà. Ce qui se passe en performance, Mais oui, bien sûr. Non, surtout quand on est jeune, quand on a 18 ou 19 ans, première Coupe du Monde, est-ce qu'on est mental, même s'il y a de la préparation mentale, j'en conviens, c'est Aziz, vous le savez mieux que moi, mais est-ce qu'on est on n'est pas aussi un peu fragile par rapport à la pression. Parce que même si Wahbi dit qu'on a de bons joueurs qui transcendent quand ils enfilent le maillot national, c'est le peuple qui les transcende. Le peuple les transcende. Le peuple met beaucoup de pression aussi sur ces joueurs. Il ne faut pas l'oublier. On a vu les campagnes avec Brahim Diaz au début, ensuite avec Issa Diop. Oui. Avant qu'il ne marque. Hein. Après, bon, quand il a marqué de la tête, c'est devenu le chouchou. Et tout le monde, même on a des influenceurs qui se sont excusés. Hein. Excuse-nous, on a un peu eu un jugement hâtif. Mais effectivement, ils se transcendent. Mais le peuple aussi marocain les soutient. Ils ont fait le déplacement aux États-Unis. D'ailleurs, ils étaient aussi exemplaires comme fans. Bien sûr. Ils n'ont ni cassé, ni fait... Ils n'ont pas fait de bêtises, on va le dire. Contraire. Que ce soit la diaspora marocaine. On a donné vraiment une image fantastique du peuple marocain. Ça a commencé à la Coupe du Monde en Russie. Ah oui. C'est là que ça a commencé. Oui. On parle que du Qatar, mais voilà, en effet, la Russie. Ça a commencé à partir de là, c'est devenu une tradition. Nous avons un public exemplaire, vous l'avez cité. Mais ce que subissent les joueurs dans ce genre de situation, c'est qu'à force de vouloir bien faire, on finit par mal faire. Parce qu'on se crispe. Les joueurs voulaient certainement, le coach l'a rappelé, ils voulaient certainement avoir un résultat différent de ce qu'ils ont eu, c'est-à-dire probablement qu'ils se voyaient dépasser ce quart de finale avec la France, probablement qu'ils avaient très bien étudié l'équipe française et qu'ils s'étaient dit, bon voilà, si on fait ceci, si on fait cela, etc., ça va marcher. Mais malheureusement, ils se sont crispés. Et il y a eu beaucoup, on le sentait dans leur façon de jouer. Il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des déchets dans le football, c'est-à-dire des passes qui n'étaient pas très inspirées, des choses comme ça. Mais ça dénote, ça n'est pas une peur, mais c'est une crispation. C'est-à-dire que vous voulez tellement bien faire que vous faites mal. Oui, et il dit que maintenant, il faut accompagner ces joueurs et surtout leur demander de faire plus dans leur club. Oui. C'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi, Zakaria. Hein. Il faut leur demander de faire plus aussi dans leur club. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils progressent, que leur niveau footballistique progresse. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous avez la quasi-totalité de nos joueurs, il n'y a, mis à part Bounou en Arabie Saoudite et comment il s'appelle, et Hakimi, les autres sont souvent remplaçants. Remplaçants, oui. Quand vous prenez Brahim Diaz, qui est une personne clé, puisqu'il a été celui qui a fait les meilleures passes de but avec Hakimi lors du match du Canada, Brahim Diaz, quand il a 15 minutes avec le Real Madrid, c'est déjà beaucoup. Vous voyez, quand vous prenez Ounahi, il est dans un club, dans une équipe qui, malheureusement, se retrouve en seconde division en Espagne. Vous voyez, quand vous les prenez 1 à 1, la majeure partie n'a pas plus de 10, 15, 20 minutes de jeu dans son équipe. Et mais le futur sera beau, Inch'Allah. C'est pour ça qu'ils sont jeunes. Oui. Ils sont jeunes. Donc ce qu'ils leur demandent, c'est davantage de travailler davantage et donc d'améliorer leur niveau et d'être titulaires dans leur club. Titulaires, voilà. C'est ça le but. Parce que là, regardez, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un seul transfert de l'équipe du Maroc. C'est celui de Seybari. Et pour quel montant? Il y a eu quelques rumeurs. Les rumeurs, il y en aura toujours. Mais pour quel montant? Le montant de transfert de Seybari laisse penser qu'il va être une doublure. Au Bayern. Au Bayern. Mais doublure peut-être au début, peut-être qu'il pourrait... C'est ce que demande le coach, c'est qu'il travaille, lui et les autres. Il faut travailler davantage. Voilà. C'est un message aussi à ses joueurs. Un dernier commentaire footballistique où on peut finir avec un mot de gratitude et de reconnaissance vis-à-vis du rôle du Maroc à Gaza. Et là, ça vient du haut représentant du Conseil de paix pour Gaza, Nikolai Mladenov,
qui a exprimé sa gratitude envers Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour son leadership visionnaire, ainsi qu'au Royaume du Maroc pour sa contribution significative à la force internationale de stabilisation à Gaza. L'annonce d'ailleurs a été faite donc cette semaine. Là, c'était un tweet de Mladenov, un commentaire et peut-être un rappel aussi historique des actions du Royaume du Maroc pour les populations palestiniennes et en particulier pour les Gazaouis. Donc c'est une constance de la politique étrangère de Sa Majesté que d'être toujours aux aguets, prendre le train en marche et on fait beaucoup, on ne parle pas beaucoup évidemment, après on peut conceptualiser, agissez d'abord, réfléchissez ensuite, comme disait le roi Hassan II en s'adressant aux militaires. Deuxièmement, c'est une action qui n'est pas partisane, mais désintéressée. Véritablement, nous sommes au cœur d'un paradigme humaniste en réalité. Et troisièmement, le Maroc fait exception dans le sens où il a été le premier, je parle évidemment de la séquence après le 7 octobre 2023, pays à avoir acheminé par voie terrestre les aides humanitaires, que ce soit des médicaments, des aliments, des couvertures, par ailleurs aussi les hôpitaux de campagne, ça va de soi. Et cela aussi est la résultante d'une approche qui est équilibrée, parce que nous avons de très bonnes relations avec l'État palestinien, ça va de soi, mais également nous avons des relations avec Israël, parce que c'est Israël qui est responsable sur le plan sécuritaire de l'acheminement, de la sécurité des convois. Par ailleurs, je voudrais quand même rappeler ce qui s'est passé récemment, parce qu'il faut revenir un peu au cadre juridique à partir duquel le Maroc s'inscrit dans cette démarche. Premièrement, en novembre 2025, il y a eu la résolution 2803 du Conseil de sécurité. Ça veut dire qu'il y a une résolution à la base de l'action marocaine. Et puis par la suite, je parle évidemment de la force internationale de stabilisation à Gaza. Et que, évidemment, il est composé des forces armées royales, de la gendarmerie royale, de la DGSN et des éléments civils. Il y a même des médecins pour accompagner ce qu'on appelle les transitions. Vous savez, il y a les enfants avec des séquelles, il faut un peu les aider sur le plan psychologique. La résolution. Deuxièmement, le Maroc a été l'un des premiers pays à avoir signé l'accord instituant le Conseil de paix. Et c'était à Washington le 19 février 2026. Et donc, cette force internationale de stabilisation à Gaza sera pilotée par ce Conseil, justement. Et le Maroc, officiellement, avait même contribué financièrement à ce conseil, non seulement cela, mais même par rapport à l'agence Beit Mal al-Quds Sharif, 2,2 millions de dollars qui ont été officialisés par le Maroc. Et autre chose, c'est que cela n'est pas une exception. Le Maroc, depuis 1960, vous savez, c'était au Zaïre à l'époque, bon, c'était le Congo belge, Zaïre, RDC maintenant, avait contribué par une opération de maintien de la paix. Et dans les contingents, quand on consulte les documents officiels de l'ONU... Et on y est toujours. Oh, évidemment, la Centrafrique, on était en Côte d'Ivoire, on était en Bosnie-Herzégovine, on a contribué à des opérations conjointes, même avec l'OTAN, sur le plan de la gestion des risques, avec des simulations comme l'opération, je pense que c'était, non pas Althea c'est avec l'Union européenne, mais c'était Endeavour, c'était en 2006, je m'en souviens. Donc tout cela renseigne sur l'existence d'une doctrine made in Morocco, si je puis m'exprimer ainsi, avec une doxa, avec une constance, avec une démarche long-termiste, parce que l'essentiel, et je termine par là, c'est d'aboutir à une solution finale de la question moyen-orientale, parce que la démarche du Maroc, c'est une démarche qui est holiste, ce qui ne va pas être facile. Mais on prend le train en marche, et essentiellement, d'abord, il faut donner un contenu réel à la seconde phase et à la troisième phase de l'accord de paix qui a été conclu entre le Hamas et Israël, parrainage américain, mais coparrainé par l'Égypte, le Qatar et la Turquie. Le représentant du Conseil de paix pour Gaza qui rappelle, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'une fois de plus, le Maroc traduit son engagement de longue date envers le peuple palestinien en actions concrètes. Et là, on a bien sûr la sécurité. Et à ce propos, il y a eu la signature et l'officialisation de l'accord encadrant la participation du Royaume à l'ISF cette semaine. Tout à fait. Donc, il y a l'hôpital de campagne, bien sûr les aides humanitaires, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et puis ainsi que d'autres actions. Un commentaire, Rachid Boufouz, surtout que oui, le Maroc aide, bien sûr, mais continue son plaidoyer pour la paix, pour le soutien constant au peuple palestinien, mais surtout pour cette solution à deux États. Rachid Boufouz.
Le Maroc a toujours coché toutes les cases en matière de solidarité envers le peuple palestinien et de défense de la cause palestinienne. Et ça ne date pas du XXe siècle, ça remonte même à 1186 où 40 000 Marocains sont partis défendre la prise de Jérusalem par Saladin. D'ailleurs, nous avons à ce jour un quartier qui s'appelle Haï el-Maghariba, le quartier des Marocains, qui se trouve à côté du Kotel, donc le mur des lamentations à Jérusalem-Est. Donc, le Maroc, au XXe siècle, il a été quand même l'un des rares pays à soutenir la paix, justement, entre les Arabes et Israël. Les premiers, là, il faut se rappeler que c'est à Rabat en 1974 que l'OLP a été déclaré représentant unique donc, du peuple palestinien. Il faut rappeler que à partir de 1977-78, les premiers pourparlers de paix entre l'Égypte et Israël se déroulaient donc à Ifrane, entre Oussama el-Baz, le conseiller de Anwar Sadat, et Moshe Dayan, le représentant israélien. Donc c'est en 1982 qu'il y a eu le sommet de Fès, où pour la première fois, les Arabes se sont mis d'accord pour dire, OK, on va accepter l'État d'Israël, on va justement avoir présenté la fameuse solution des deux États, etc., avec tous ces pourparlers, etc. En 1986, la visite de M. Shimon Peres, etc. En 1993, encore une fois, à Casablanca. Donc le Maroc continue, encore une fois, n'a jamais cessé d'aider la cause palestinienne tout en gardant des ponts entre les différentes factions, toujours avoir ce lien. Et c'est encore une fois le seul pays arabe, je dis bien le seul pays arabe, où la population sort par centaines de milliers pour défendre la cause palestinienne dans les rues, et encore jusqu'en 2026. Donc le peuple marocain et l'État marocain sont là de manière, c'est-à-dire ils ont une vision claire, qui jamais ne céderont sur la question palestinienne. Et bien sûr, il faut qu'il y ait la paix entre les différents belligérants, entre Israël et entre les Arabes dans leur totalité. Et c'est dans ce cadre qu'il a signé les accords d'Abraham. Oui. C'est pour qu'il y ait encore une fois la paix. La paix est un grand mot. Tripartite, Maroc, USA, Israël. Pas vraiment les accords d'Abraham. On fait plus simplement la guerre, mais la paix, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à établir. Oui. Voilà. Oui. On verra bien pour cette paix après les élections d'octobre en Israël et si ce gouvernement actuel va se maintenir au pouvoir. En tout cas, les sondages ne les donnent pas favoris pour ce prochain scrutin en Israël, donc en octobre 2026. Voilà, merci messieurs pour ce débrief très éclectique, on va dire, mais toujours aussi enrichissant en votre compagnie. Merci beaucoup, c'est Aziz Daouda. Merci Khadija. Et merci à vous également, c'est Rachid Boufous. Et mes remerciements les plus sincères à vous également, c'est Zakaria Boudahab. Merci à vous. Voilà, c'est la fin du débrief. Je vais avant. Juste un pronostic. Qui va gagner cette Coupe du Monde? C'est Aziz. Qui va la remporter? Je ne veux pas m'hasarder. Allez. Allez, disons l'Espagne. L'Espagne. C'est Zakaria. L'Espagne. España. C'est Rachid. También. Claro. Bon, en tout cas, que le meilleur gagne. Voilà, c'était le débrief. On va certainement suivre dimanche cette finale de cette Coupe du Monde qui ne nous aura pas laissé indifférents, c'est sûr. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite sur ce une très bonne soirée et un excellent week-end à tous.